Merci de nous rejoindre pour vous informer. C'est l'heure du grand direct sur Mikuba Télévision. À la une de l'actualité à l'Assemblée nationale, le député Albert David Moukeba a déposé une question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, en vue d'obtenir de ce dernier des explications concernant le maintien, l'usage et la destination des recettes générées par le test PCR exigé à tout voyageur. Ce député national initiateur de cette question espère donc avoir des réponses claires. Nous parlons également de plus de 25 hectares d'espace qui ont été acquis en territoire de Nirangongo dans le Nord Kivu par le gouvernement provincial avec le soutien du gouvernement central pour recevoir les déplacés de guerre de Kanyarushinya dans l'objectif de lutter contre les accidents dont sont victimes ses compatriotes dans leur site de refuge. Une annonce faite ce jeudi 27 avril par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire que vous aurez à suivre dans ce grand direct. Et dans la province de Lualaba, après l'incendie qui a ravagé une partie du lycée Mwanga lundi dernier, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Machata Kaembe Célestin et son équipe des experts techniques ont effectué une descente au lycée Mwanga pour faire un état des lieux ainsi qu'une évaluation des infrastructures consumées par le feu avant d'entamer les grands travaux d'urgence en vue de redorer l'image du bloc incendié. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce grand direct sur Mikuba Télévision. Le député national Albert David Moukeba a déposé ce mercredi 26 avril au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, l'élu du Miabi dans le Kasaï oriental, veut obtenir du ministre de la Santé des explications concernant le maintien, l'usage et la destination des recettes générées par le test PCR exigé à tout voyageur. Ce député national, initiateur de cette question, pose ce problème en vue d'obtenir des réponses claires et précises sur les préoccupations soulevées par la population à travers la représentation nationale. Suivez. L'on ne peut pas comprendre qu'une maladie qui n'est pas une question de santé publique internationale soit retenue au Congo alors que la suspension des gestes barrières a été déjà décrétée. On n'en fait plus cas. Ailleurs, les gens rentrent et sortent du pays sans test PCR. Mais au Congo, seul l'unique ou les rares pays au monde qui imposent encore les tests PCR, c'est qui amène beaucoup de compatriotes qui sont en difficulté, qui doivent quitter d'une province à une autre à payer encore les tests PCR, alors qu'en principe, les tests barrières ont été déjà suspendus. Voilà pourquoi j'ai adressé une question orale avec débat à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, pour qu'il vienne répondre à la représentation nationale et qu'il nous dise pourquoi devons-nous continuer à payer les tests PCR alors que ce n'est plus encore une question de santé publique internationale. À court terme, c'est d'abord les réponses qu'il doit adresser à la population entière. Ensuite, nous verrons par rapport à ces réponses ce que nous pouvons faire. Tout dépendra de la manière dont les ministres nous répondent. Mais en réalité, on devait aussi suspendre l'exigence des tests PCR à la sortie comme à la rentrée du pays. Parce que nous avons déjà suspendu les gestes barrières. Je ne vois pas pourquoi nous devons encore maintenir les tests PCR qui coûtent beaucoup d'argent à la population congolaise alors que les gestes barrières ont été suspendus. Mais ils doivent nous l'expliquer. Et nous devons savoir combien la RDC a déjà encaissé par cette opération et combien et où va cet argent. Nous devons savoir. Et puis, plus de 25 hectares d'espace ont été acquis dans le territoire de Nirangongo, dans le Nord Kivu, par le gouvernement provincial avec le soutien du gouvernement central pour recevoir les déplacés de guerre de Kanyarushinya dans l'objectif de lutter contre les accidents dont seraient victimes ses compatriotes dans leur site de refuge. Une annonce faite ce 27 avril par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire, après la rencontre présidée ce même jour par l'autorité provinciale, le général Ndima Constant, en faveur des membres du comité de solidarité aux déplacés. Les détails avec notre correspondant sur place, Patrick Chaloua. Ils sont plus de 25 hectares d'espace autour du camp de Bouchagara, en territoire de Nirangongo, qui recevront les déplacés de guerre du camp Kanyarushinya relocalisé. Ceci ressort de la réunion d'urgence du comité de solidarité aux déplacés de guerre, présidé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Constant, ce jeudi. Objectif: lutter contre les accidents récurrents dont sont victimes ces déplacés de guerre dans ce camp de Kanyarushinya, longeant la route nationale numéro 2, a dit le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouvernement militaire. Grâce à l'appui du gouvernement central, nous venons d'acquérir encore 25 hectares et demi, là où nous allons étendre, n'est-ce pas, le site de Bouchagara.
Et cela pourra nous permettre de désengorger les sites de Kanyaruchinya, parce que vous êtes sans oublier qu'au niveau du site de Kanyaruchinya, la population ou bien les déplacés étaient trop exposés. Au cours de cette réunion, il a également été question de faire l'évaluation des instructions du gouverneur militaire et commandant des opérations sur l'assainissement des camps de déplacés autour des Goma. C'est une réunion convoquée en urgence par son excellence, monsieur le gouverneur de province et commandant des opérations, lieutenant général Ndi Makomba Constant. Le premier point a consisté d'abord à faire l'évaluation des instructions qu'il a données lors de la réunion précédente. Et qu'est-ce qu'il avait donné comme instruction? C'était l'assainissement, n'est-ce pas, du milieu dans lequel vivent les déplacés. Et plus précisément, il fallait qu'il y ait en amont un travail pour qu'on puisse construire des latrines au profit des déplacés. Toute chose a été faite. Nous sommes déjà au niveau de contacter le marché public pour lancer l'offre et qu'on débute déjà la construction de plus de 1200 latrines et douches. Soulignons que cette rencontre a connu la participation des membres de l'exécutif provincial, des autorités des bases de Nyiragongo, des acteurs humanitaires et quelques membres du comité provincial de sécurité. Et puis en mission officielle à Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, la gouverneure intérimaire du Lualaba a eu une série de séances de travail avec le groupe des députés du Sénat ainsi que de la Chambre des représentants, avec le président de la Commission des affaires étrangères en charge des questions d'Afrique et le vice-président de la Commission énergie, ressources minières et hydrocarbures. Fifi Masuka leur a présenté les opportunités d'investissement dans sa juridiction selon la ligne tracée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. La réputation de la province du Lualaba sur le plan international continue à susciter la curiosité de plusieurs États intéressés à y faire les affaires. Cette fois, c'est un groupe de présidents des commissions du Sénat et de Chambre des représentants qui ont bel et bien voulu échanger avec l'initiatrice du projet de développement de la province du Lualaba, le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui venait d'être dépêché dans le pays de l'oncle Sam par la bénédiction du président Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Plusieurs députés et sénateurs l'attendaient à leur bureau administratif au Capitol Building, parmi lesquels le député Joe Falls, président de la commission des affaires étrangères en charge des questions d'Afrique, et le député Wesley Hunt du Texas, vice-président de la commission énergie, ressources minières et hydrocarbures. Ensemble, la question du climat, des affaires et d'opportunités d'investissement dans la province du Lualaba ont été mis sur la table et évoqués lors des échanges. Après le Building Capitol, la délégation du gouverneur Fifi Masuka Saini a pris la direction du bâtiment de la Fondation des Nations Unies où son collège l'attendait pour l'écouter sur les opportunités d'investissement que présente sa province et la vision qu'elle régorge. Un habitué de la langue de Joe Biden, la représentante de la province du Lualaba n'a pas lésiné sur l'occasion lui accordée de dresser un tableau général de la vie de sa population locale qui vit dans un contexte de contraste entre la richesse de son sol et la pauvreté de cette communauté. Un paradoxe, ce sur quoi s'y focalise l'énergie des luttes qu'elle mène au quotidien. This is an opportunity for me to salute the courage and determination of our president, the President Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, the President of the Democratic Republic of Congo, as he fights for a win-win partnership in the mining sector in the DRC. Lualaba province is home to some of the largest cobalt reserves in the world, and we are determined to make the most of this blessing for the benefit of our citizens and the world. We are proud to be part of the United States Department Energy Resource Government's initiative, which aim to promote transparent and sustainable management of mineral resources in the Democratic Republic of Congo and of other countries. Après les échanges
et la séance des questions-réponses, le collège de la Fondation des Nations Unies a été satisfait de la prestation du gouverneur Fifi Masuka et de sa politique. La délégation du Lualaba, constituée du commissaire général en charge de l'économie, de l'assistant du gouverneur et d'autres personnalités, ont clos cette mission dans le pays de l'oncle Sam par cette rencontre à la Fondation des Nations Unies. Une fois de plus, le Lualaba s'ouvre au monde sous le leadership du gouverneur Fifi Masuka Sayini, la Jeanne d'Arc. Autre chose, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics, Machata Kayembe Célestin, ainsi que son équipe d'experts techniques ont effectué une descente au lycée Mwanga après les dégâts causés par le feu pour faire un état de lieu et une évaluation des infrastructures consumées par le feu avant de débuter les grands travaux d'urgence, en vue bien sûr de redorer l'image du bloc incendié il y a peu. C'est un reportage de la cellule de la communication du ministère des Infrastructures. Regardez. Ayant appris avec consternation les dossiers macabres survenus lundi dernier au lycée Mwanga, réputé dans le secteur éducatif à Kolwezi, la gouverneure du Lualaba, à mission officielle en dehors de sa province, Fifi Masuka Sayini, a beau dépêcher son ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, l'ingénieur Machata Kayembe Célestin, accompagné des experts pour faire l'état des lieux au bâtiment endommagé par les feux au lycée Mwanga avant les grands travaux. Sur place, le patron des ITP s'est enquéri de la situation après les dégâts causés, provoquant plusieurs dégâts matériels côté internat, mais aussi les salles de classe de l'école primaire du lycée. Nous avons été dépêchés sur place par l'autorité provinciale, Madame le gouverneur Fifi Masuka, afin de nous permettre de faire une évaluation, un état des lieux des dégâts que les infrastructures ont subis. Nous venons de faire le tour, comme vous-même vous allez le constater, du moins une grande partie. Et il y a des bâtiments, des fissures qui se sont créées, il y a des ouvrages qui sont partis, il y a toute une bibliothèque qui a disparu, il y a des lits, des matelas au niveau de l'internat qui ont été consumés par le feu. Donc les dégâts sont énormes. De bonnes résolutions ont été prises en présence de la sœur supérieure après l'identification de la structure existante. Les éléments clés qui a fait l'objet de cette descente, c'est d'effectuer un état des lieux des dispositifs et outils endommagés à 50%. Il faut absolument qu'il y ait quand même une petite commission qui sera mise sur pied de sorte que chaque secteur, parce qu'il y a les responsables de l'internat, les responsables de l'école primaire, les responsables de l'école secondaire, tous ces gens-là qui puissent se mettre ensemble pour pouvoir ressortir un rapport définitif sur base duquel nous pouvons nous appuyer. Pour redorer le bâtiment de son ancienne robe en vue de mettre de côté les mots chômage dans le chef des élèves qui ont choisi lycée Mwanga comme milieu éducatif qui a des conditions idoines parmi tant d'autres. Et après un petit moment de trêve dû à cet incendie qui a ravagé près de 50% des bâtiments du lycée Mwanga le lundi dernier, les autorités provinciales en charge de l'éducation avaient annoncé la reprise des cours pour les finalistes pour ce jeudi 27 avril. Visiblement, faute de communication suffisante, quelques élèves seulement se sont présentés mais n'ont pas étudié. Elles sont retournées plutôt à la maison afin de reprendre ce vendredi 28 avril. C'est ce que nous dit ici Oscar Kalambay dans ce reportage. Les élèves finalistes du secondaire, comme les filles de primaire, doivent être à l'école dès ce jeudi. C'est la résolution qui a été prise ce mercredi 26 avril au cours de la réunion tenue entre le comité de gestion du lycée Mwanga et les autorités provinciales en charge de l'éducation. À notre arrivée dans les installations de cet établissement scolaire, ce jeudi 27 avril, aucune élève n'était visible. Seuls les directeurs de l'éducation Lualaba 1 et quelques responsables de l'école étaient présents. Ces derniers nous ont fait savoir que les élèves finalistes invités se sont présentés, mais en un nombre réduit. Pour cause, le traumatisme dans le chef de certaines écolières. Dans la ronde effectuée avec le Proved, nous avons trouvé certains psychologues invités pour tant soit peu apporter un soutien psychologique aux élèves. Le retour à l'école pour toutes les élèves est prévu ce mardi 2 mai. Néanmoins, le lycée semble ne pas être prêt à accueillir les écolières. Pour cause, certains débris sont encore visibles et les couloirs non aménagés.
Pour les responsables de l'école, le manque d'eau est l'une des causes qui retardent l'aménagement. En attendant, les élèves finalistes sont attendus ce vendredi 28 avril pour la reprise des cours. Et 3 jours après le décès de l'élève Glodine Tanga, sa famille reste consternée par cette disparition. La matinée de ce jeudi, quelques membres de la famille ont dénoncé l'indifférence des autorités depuis l'annonce de cette triste nouvelle. Envoyés au lieu du deuil pour s'enquérir de la situation, les conseillers du ministre de l'Intérieur n'ont pas parlé le même langage avec la famille. C'est à l'arrivée des membres du gouvernement provincial que la tension s'est calmée. C'est ce que nous dit Dorsam Tebiav. 3 jours après l'annonce de la mort de la lycéenne Glodine Tanga, la douleur est restée vive au sein de la famille. Depuis l'annonce de cette disparition, aucune autorité n'est passée sur les lieux du deuil, déplore la famille. Ça fait 3 jours. Je suis en assistance à ta mort. Ce jeudi, à l'arrivée de la délégation du ministère de l'Intérieur pour s'enquérir de la situation, l'un des conseillers a proposé à la famille l'enterrement, une proposition qui a suscité des tensions. Enterrer une chèvre ou bien enterrer... C'est lui qui me pose la question. Mwanga, j'ai signé le contrat avec Mwanga en tant que parent. Mais Mwanga a transformé Léo Mtoto Yango. Mwanga est devenu quoi? Mwanga est devenu morgue pour moi. Et puis on pose la question, est-ce qu'on peut enterrer? Ça c'est quoi ça? Informé de la situation, une équipe gouvernementale est descendue sur les lieux avec à sa tête le ministre de l'Intérieur. Ici, Deoda Kapenda a présenté le mea culpa du gouvernement. Mais il vient me poser la question, oui. Est-ce qu'on peut enterrer? Nous retirons ça, s'il vous plaît. Merci, chef. Parce que vous le reconnaissez, oui, Shinjo va chef. Parce que, comme on a urumia, ni tusaidiane. Si le parquet dit nous pouvons enterrer, on enterre. Après un apaisement, Nathalie Lundangandou et le ministre de l'Éducation étaient à huis clos avec les membres de la famille. Gaylor Dianda fait le point de cet entretien. Ils ont dit nous ne sommes pas venus vous imposer pour enterrer, mais nous sommes venus vous consoler. Pendant cette période, jusqu'au jour où la famille pourra décider en commun accord avec la justice après avoir établi le responsabilité et chacun doit répondre, c'est alors que nous, la famille et la justice, on doit préciser les jours que nous devons inhumer notre enfant. Nathalie Lundangandou, commissaire des affaires humanitaires, en a profité pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille. Cette équipe gouvernementale était composée des ministres de l'Intérieur, de l'Éducation, de la Santé, de la Grippelle et de la commissaire des affaires sociales. Autre chose, 5 chantiers ont fait l'objet de la visite du ministre provincial de l'infrastructure et des travaux publics, Machata Kembe Célestin, ainsi que son équipe technique pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, ainsi que palper la réalité sur le terrain. La campagne de lutte contre les érosions évolue bien. Le projet de réhabilitation des routes aux alentours du siège de l'Assemblée provinciale dans le lotissement Manga Manga, mais également la construction d'un orphelinat qui évolue dans le cadre de la responsabilité sociétale. C'est un reportage encore une fois de la cellule de presse du ministère de l'Infrastructure. Regardez. Dans sa mission régalienne, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, le dynamique ingénieur Machata Kayembe Célestin, de grand jour, le patron, a fait le tour des chantiers amorcés dans la voirie et d'autres en projet. Tout a commencé par les avenues aux alentours du siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui seront réhabilités en asphalte à l'image de la province. Dans son canevas du jour, le patron des ITP et sa délégation composée des experts techniques de l'Office des voiries et drainage et la direction technique ont pris ensuite la direction vers le quartier Kanina, où l'on a déjà lancé les travaux des luttes anti-érosives qu'exécute la société TOA. Ces projets évoluent à pas de géant avant de visiter l'usine d'asphalte plein de la dite société dans leur programme spécifique de produire 140 tonnes de bitume par heure. Les travaux qui sont abattus par l'OVD, les travaux évoluent très bien. Ils sont en train de maîtriser cette érosion. C'est ça qui nous encourage, nous, comme on le disait, avec la présence de nos engins, nos ateliers sur place, ça pouvait nous permettre quand même, tant soit peu, de commencer un peu à s'attaquer à quelques érosions de la ville. Nous avons essayé de changer avec le responsable de l'entreprise
pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure déjà se mettre sur les deux voies afin de maîtriser totalement cette érosion des canaux. En tout cas, le bâtiment, il est déjà fin prêt. Il restait quelques petits travaux à faire. C'est ainsi que nous, en tant que ministère des Infrastructures, nous nous sommes dit qu'il fallait assainir tout autour. Donc arranger les routes qui sont de part et d'autre au niveau de ces bâtiments-là de l'Assemblée provinciale. Loin de son bureau climatisé, le Dynamique s'est rendu compte d'un cas d'une construction d'un marché dans le lotissement Manga Manga par les personnes non autrement identifiées ici. La concession appartenant à un citoyen congolais en ordre avec les documents des titres immobiliers cadastre Cap-Vert. L'orphelinat Manga Manga poursuivre de près l'évolution des travaux de cet édifice du gouvernement provincial exécuté par la société Amigo Congo. Visiblement, les travaux évoluent bon train avant de recevoir les enfants sans abri. Dans la vision politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet de réhabilitation et de construction en province évolue sans contrainte sous l'égide de la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, dans les domaines des infrastructures. Poursuivons ce journal. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, une résistance dans le retrait du mouvement AM23 dans les zones conquises se constate. Ceci malgré différents appels à cette fin ainsi que la présence de forces régionales. Quel regard portez-vous sur cette persistance? Tentative de réponse avec les analystes politiques dans ce récit de Linda Kalinga-Mugangu. Cette persistance à quitter les zones cédées se justifie par la convoitise que porte l'ennemi sur les richesses de la RDC, pense Théo Mafo. Nous sommes victimes de potentialités minières. Nous sommes victimes aussi de notre comportement. Parce que de tout ce temps, regardez, il fallait requinquer l'armée, il fallait, disons, nous préparer conséquemment. Il faut voir le M23, il faut voir le Rwanda, il faut les épargner. Il faut voir plutôt les officines des multinationales. C'est eux, parce que le Rwanda, à mon avis, ne peut pas résister avec la RDC, ne serait-ce qu'une seconde. Pour Sylvain Kantolomba, la résolution de la question du M23 consiste en la révisitation du mandat de la force régionale, sans laquelle l'État congolais restera incapable de défendre sa souveraineté. Nous sommes en plein jour au cœur d'un complot international. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères de la République kenyane qui dit clairement que EAC n'est pas venu, ou ses forces ne sont pas venues pour combattre les M23, mais plutôt mettre une zone tampon. Cela devait nous interpeller, nous en tant que Congolais, d'autant plus que les M23 en plein jour, ils décident de se désengager dans une cité ou une localité, ils laissent la place aux forces des EAC et non aux forces armées de la République démocratique du Congo, ce qui est déjà un problème. Le gouvernement de la République doit recadrer les tirs, rajoutent ces analystes. Nous nous posons des questions, nous avons notre armée, nous avons notre puissance militaire. Pourquoi est-ce que nous tergiversons sur cette question-là? D'un autre côté, on annonce qu'il n'y aura pas de dialogue, de négociations avec le M23. Et en face, nous assistons à une réalité étrange sur terrain, notamment un comportement imbu et un comportement très osé de ce mouvement de M23 qui nargue pratiquement le pays chaque jour. Et notre silence risque d'être coupable. Ce qu'il faut faire, c'est se préparer à la guerre. Actuellement, le M23 continue à s'aimer la terreur dans certaines localités du Nord Kivu, telles que Nyiragongo, Massissi et Bunagana, où il perçoit même des taxes. Rappelons que ce mouvement continue ses atrocités après avoir annoncé son retrait des zones occupées. Autre chose, il se constate un affaissement de la route Kapata qui met à mal l'usage de cette dernière. L'activité artisanale est citée comme cause. Cette situation touchant son secteur, le ministre provincial des Mines a effectué une descente sur place ce 26 avril pour s'imprégner des détails. Olivier Cavonde nous en dit plus dans ce reportage. Après les alertes des élus provinciaux, les ministres provinciaux des Mines, accompagnés de la société civile, ont fait une descente sur la route Kapata qui connaît un affaissement. Parmi les causes de cette situation, les exploitants artisanaux sont indexés comme auteurs.
Pour le responsable de Creuseur, ces derniers sont cités à tort. La route est sérieusement en danger, mais ce n'est pas des creuseurs comme on les accuse. Nous avons comme l'impression que c'est cette entreprise qui est en train d'œuvrer dans la concession des Comus qui est à la base de ça, parce qu'il y a des trous là-bas qu'ils ont déjà laissés. J'ai même contacté le maître de cette entreprise, maître Christian, je lui ai dit qu'ils viennent au moins remblayer tout le trou qu'ils ont laissé là-bas pour que la route soit aussi protégée. En réalité, ce ne sont pas des creuseurs qui sont à la base de tout ça. Jacques Kaumba a ainsi promis de revenir avec le service technique et son collègue des infrastructures pour trouver solution à ce problème. La descente aujourd'hui, c'est un rapport avec l'état des lieux qu'on devait faire. Donc ici, on ne peut pas dire on a accusé les creuseurs et tout ça, mais ce que nous avons vu ici, je me réserve de parler de l'exploitation artisanale. C'est-à-dire on est venu se rendre compte par rapport à l'état de la route, qui est déjà entamé, qui représente un danger manifeste. Alors nous allons passer avec les experts, bien sûr, dans différents domaines, notamment le ministère des Infra et moi-même le ministre de Mines, pour voir à quel niveau on doit tailler des responsabilités, voir comment est-ce que nous pouvons sauver la route. Ce qui est vrai, le danger est déjà entamé et nous allons prendre des dispositions le plus vite possible pour gérer la route d'intérêt public. Voilà, merci. Ces dossiers restent donc à suivre. Du côté de la société civile, Maître Edona Kambola a promis de rendre public son rapport après les constats dans très prochainement. Autre chose, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katswe, a rendu les derniers hommages ce 27 avril à Lubumbashi à Ignace Mwepu ou à Kiboko, père biologique de Olivier Kiboko, bourgmestre de la commune de Likasi. Regardez. C'est depuis mardi 18 avril 2023 qu'il a fini son périple sur la terre, et c'est là après avoir vécu 83 ans. C'est jeudi 27 avril 2023, le corps d'Ignace Mwepu à Kiboko a été levé à la morgue de l'hôpital Afia ex-Don Bosco. C'est là que le gouverneur de province s'est joint à la famille éplorée pour rendre ses derniers hommages aux défunts. Jacques Kiabula Katswe a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille du père biologique d'Olivier Kiboko, bourgmestre de la commune de Likasi, avant de réconforter les membres de la famille de feu Ignace Mwepu à Kiboko qui ont perdu l'un des leurs. Aussitôt après cette brève cérémonie funèbre, le corps du disparu a été levé pour être exposé à l'explanade du bâtiment du 30 juin pour la cérémonie d'adieu, suivie de l'enterrement au cimetière Rivière des Anges de Kasangiri. Et puis la saison sèche s'annonce déjà à Kolwezi à travers un changement de l'atmosphère. De ce fait, notre rédaction s'est interrogée sur les précautions à prendre en vue de se mettre à l'abri de certaines maladies qu'accompagne ce changement climatique. Michael Mutula et Amissi Aruna ont rencontré ce jeudi 27 avril Dr Eric Kaou, médecin généraliste qui parle des moyens préventifs. Cela avant d'effectuer un constat au marché central de Manika sur la commercialisation des habits de protection contre les intempéries. Plus de détails dans ce reportage. La saison sèche s'accompagne généralement de plusieurs aléas, dont notamment les maladies pulmonaires, d'où le meilleur moyen de se prévenir contre ces changements climatiques est la prise des précautions en prenant par exemple régulièrement de l'eau et en portant un pull vert, prévient Dr Eric Kaou. On peut le prévenir par de quelques précautions. Il faut marcher avec son pull vert. Il faut tout le temps prendre beaucoup d'eau parce que le soleil sera également au zénith. La déshydratation doit se voir très souvent, donc il faut prendre beaucoup d'eau. Il faut marcher avec le masque. Les maladies qui accompagnent la saison sèche étant nombreuses, parmi lesquelles celles pulmonaires causées par l'exposition au courant d'air, le médecin décourage les transports de petits-enfants à moto et appelle les parents à y veiller correctement. Cette période de transition fait que beaucoup de gens vont tomber malades. À part ces maladies, il y a également maintenant des maladies d'ordre bronchopulmonaire qui viennent très souvent avec le courant d'air, qui viennent très souvent avec le froid. Nous déconseillons aux enfants, aux mamans qui ont cette habitude de transporter nos enfants sur le moto, du fait que d'abord ils sont fragiles et cette fragilité ferait qu'ils vont tomber facilement malades. Fin de cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis de partout en Afrique. On se retrouve donc ce vendredi pour une nouvelle grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.